Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de nettoyer mon petit objectif ici. Parce que la précédente vidéo, vous avez vu, l'image est un peu floue. Enfin, pas floue, mais on sent que l'objectif n'est pas propre. Oh, quel manque de professionnalisme. Pourquoi pourquoi les États-Unis rassemblent une flotte au large des côtes vénézuéliennes? Pourquoi les États-Unis en veulent tant au Venezuela? Il faut remonter quand même à l'époque de Chavez. Hugo Chavez, souvenez-vous, c'est ce président qui a eu une politique, on va dire, un petit peu communiste, collectiviste, au point de nationaliser un certain nombre de secteurs, au détriment évidemment des entreprises privées qui en avaient l'usufruit. Ce qui évidemment a mis un petit peu en colère ceux qui avaient des billes dans ces entreprises et qui du coup se sont fait voler leurs activités, redonnant donc un pouvoir à l'État sur des exploitations, sur des transformations, sur des productions, des modèles de production, et puis particulièrement évidemment le pétrole. Parce que le Venezuela, c'est un pays qui détient une énorme réserve de pétrole qui évidemment suscite énormément de convoitises. Et plus particulièrement, étant donné que nous sommes sur le continent américain, vous le savez, les États-Unis veulent avoir leur hégémonie, veulent avoir leur mot, veulent avoir leur levier sur ces pays d'Amérique latine. Donc évidemment, Hugo Chavez est décédé d'un cancer. Alors, pour la petite histoire que vous connaissiez un petit peu le fin mot de l'histoire, on soupçonne qu'il aurait été contaminé ou empoisonné, mais voilà, je vous donne l'information, après vous en faites ce que vous voulez. Et son successeur, c'est Maduro. Maduro, qui malheureusement, dans sa politique, n'a pas réussi, n'a pas tout réussi, ou n'a pas réussi à transformer la politique d'Hugo Chavez, si bien qu'aujourd'hui, le peuple vénézuélien souffre. Il souffre de carences, il souffre de défauts, il souffre d'injustice. Et ce qui met évidemment Maduro dans une position un petit peu inconfortable du fait que si aujourd'hui, à l'échelle de la communauté internationale, certains le défendent en tant que président souverain, vous l'avez vu, il y a une petite dame qui s'est vue recevoir le prix Nobel et qui est considérée comme la principale opposante au régime de Maduro et qui a le discours relativement véhément au point évidemment d'inciter et d'inviter les États-Unis à dégager Maduro pour la mettre en place. Sauf que le comité Nobel aujourd'hui, il regrette. Il regrette parce que la dame, elle a quand même quelques accointances avec Donald Trump et est plutôt pro-israélienne que pro-palestinienne. Donc évidemment, dans le champ narratif actuel, au vu de certaines idéologies, surtout celles qui s'autoproclament être les défenseurs de l'idée de droits de l'homiste, humaniste, solidaire, etc., évidemment, ça colle plus. Dommage. Et donc, vu que les vautours de la finance internationale n'ont pas réussi à étouffer Maduro, parce que les problèmes économiques auxquels aujourd'hui le Venezuela est confronté sont aussi dus de la responsabilité de certains acteurs économiques internationaux qui évidemment ont serré la ceinture. Et évidemment, beaucoup de gens se reportent sur Maduro comme étant le responsable. Bon, je ne dis pas que Maduro, il est parfait, au contraire, je pense que malheureusement, il s'est retrouvé dans une situation où il n'a pas eu d'autre choix que d'aller dans des orientations très contestables vis-à-vis du peuple vénézuélien. Peuple vénézuélien qui, dans un contexte sociétal, est un peu au même niveau que certains autres pays d'Amérique latine, c'est-à-dire que vous avez une guerre de classes, c'est-à-dire les classes populaires, les classes moyennes, sont aujourd'hui en guerre contre les classes aisées. Pourquoi ? Parce que les classes aisées, d'une manière générale, ne sont jamais très loin des cercles de corruption.
de ces pays à l'échelle étatique. Donc si vous voulez, ça rejoint un petit peu le problème de certains pays de l'Est où la corruption était relativement cachée, relativement protégée par des systèmes étatiques, même si dans le cas où ces pays venaient à accéder à l'indépendance, là je parle évidemment des pays qui étaient sous le joug soviétique, si certains pays ont réussi à faire une transition, la corruption, les milieux fameux oligarques, comme on les appelle, n'en ont pas disparu. Bien au contraire, puisque ces oligarques ont participé, ont contribué à s'enrichir en dépouillant les modèles, en dépouillant les outils industriels, manufacturiers de ces pays, en les vendant par intermédiaire à des intérêts économiques étrangers qui se sont empressés évidemment de délocaliser ces entreprises et de vider littéralement les tissus économiques d'un certain nombre de régions, dont l'Allemagne, évidemment, puisque l'Allemagne de l'Est, aujourd'hui, regardez une carte des élections allemandes, vous verrez que l'AfD monte de plus en plus dans les anciens fiefs de ce qu'était l'Allemagne de l'Est. Alors attention, ce n'est pas la principale raison, mais c'est une conséquence de ce dépouillement, on va dire, des outils industriels et productifs de ces régions qui ont laissé énormément d'Allemands sur le carreau. Donc, vu que Maduro résiste, vu que Maduro, face aux manifestations, alors certaines manifestations évidemment sont organisées comme beaucoup de manifestations par des organismes qui ne sont jamais très loin des intérêts de ceux qui voudraient voir dégager le régime en place, vu que ça ne marche pas, vu qu'évidemment vous avez quand même une élite qui a tout intérêt à ce que Maduro reste en place, eh bien aujourd'hui on en vient à la menace, on en vient à la pression militaire. Alors la question évidemment c'est de se poser, est-ce que Donald Trump va intervenir au Venezuela? Et bien là on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, malgré ce que certains médias, malgré ce que certains experts nous expliquent, on ne sait pas véritablement quelle est la proportion de Vénézuéliens qui finiraient par résister à l'attaque ou à l'envahissement, l'occupation américaine pour changer le régime. C'est un peu, si vous voulez, sur le même registre, ce qui se passe avec Taïwan. Je rappelle très rapidement, Taïwan n'est pas reconnu par la communauté internationale comme étant un État souverain. D'où la raison pour laquelle cette ambiguïté vis-à-vis de la Chine. Pourquoi? Tout simplement parce que la communauté internationale, lorsqu'elle a été créée en 47, 46, je ne sais plus, Taïwan faisait partie de la Chine. Et vous savez que la reconnaissance des frontières pour les pays à l'échelle de la communauté internationale se base sur les frontières établies au moment où ces règles internationales sont entrées en vigueur. Donc la communauté internationale est un petit peu le cul assis entre deux chaises parce que elle reconnaît Taïwan comme faisant partie de la Chine d'origine, mais n'a rien fait ou n'a pas fait de procédure pour reconnaître Taïwan comme étant un État souverain, indépendant et libre. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle se contredirait elle-même. Et donc, pression évidemment de la Chine. Alors actuellement, vous avez une coopération entre la Corée du Sud, Japon et je ne sais plus si c'est les Philippines. Je ne sais plus, il y a un troisième pays qui soutient une sorte d'alliance pour protéger Taïwan. Mais encore une fois, le problème, c'est que ces pays se sont toujours reposés sur le protectorat américain.
Donc si jamais demain la Chine attaque ou envahit Taïwan, le Japon et la Corée du Nord, la Corée du Sud, pardon, oh, quel lapsus, n'ont pas des moyens conséquents pour pouvoir résister ou aider Taïwan. Donc ils sont obligés d'être dans une coalition avec les Américains. Sauf que, encore une fois, le problème c'est que les Américains semblent plus intéressés pour essayer de dégager Maduro que de protéger Taïwan. Alors il y a une valeur symbolique, évidemment, mais vous savez, les Américains n'agissent jamais sans qu'ils en tirent un intérêt. Et qu'aujourd'hui, entre Taïwan et le Venezuela, on va être d'accord qu'ils ont plus intérêt à essayer de dégager le régime de Maduro en Venezuela pour avoir une mainmise sur les ressources pétrolières. Parce que même si les États-Unis ont réussi à être autonomes, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas encore moins d'ambition d'essayer de prendre des parts de marché sur l'énergie fossile. À une époque où, évidemment, la communauté internationale se lance plutôt dans l'idée d'essayer de s'extraire des énergies fossiles. C'est toute l'ambiguïté de la chose. Donc voilà en gros la situation. C'est pas une question de vouloir dégager un dictateur. C'est, encore une fois, comme très souvent d'ailleurs, l'intérêt d'avoir un régime complaisant, consensuel, soumis, à l'image d'ailleurs de ce fameux Andreï Navalny, que ceux qui connaissaient un petit peu, je dirais, leur classique de la géopolitique, on le savait que Navalny était pas un espion, mais un pion des Américains pour essayer de dégager Vladimir Poutine. Par un processus démocratique, bon, sauf que le problème, c'est que Poutine, lui, il a décidé de foncer dans le tas et de foutre le mec en tôle sur des raisons... si vous connaissez l'histoire, je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Donc, si vous voulez, cette vidéo, elle vous rappelle qu'il faut faire toujours attention à la façon dont vous présentez les choses, à la façon dont les médias emballent une affaire, emballent un sujet de la sorte. Parce qu'évidemment, il y a un intérêt derrière à ce qu'on ne vienne pas trifouiller, on ne vienne pas chercher le pourquoi du comment et qui sont derrière, qui est en coulisses, qui a des intérêts. En revanche, quand c'est la Russie ou la Chine, alors là, on aime bien l'exposer, on aime bien le dire. Regardez, c'est l'interventionnisme russe. Ben oui, mais l'interventionnisme russe, il fait exactement ce que les Occidentaux font. Sauf qu'évidemment, encore une fois, nous sommes le camp du bien, donc c'est normal. Par contre, quand nos ennemis, nous considèrent en tant que tels, le font, bah évidemment, c'est pas normal. C'est fasciste. C'est dictatorial. C'est autoritaire. C'est totalitaire. Donc je vous laisse méditer sur la question. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Essayons de booster un petit peu cette chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.